Mes chers amis, mes chers camarades, vous êtes très nombreux ce soir et comme le disait à l'instant Jean-Claude et Éric, cela veut sans doute dire quelque chose. En tout cas, moi je suis très heureuse d'être ici à Carcassonne. D'abord, je voudrais saluer mon grand ami Jean-Claude Pérez. On a tellement attendu de prendre cette ville qu'on ne l'a même pas pris en 2008, mais avec un an de retard. Et pourtant, là aussi, la justice a dit la vérité et les habitants de Carcassonne voulaient effectivement changer d'équipe. Et je crois qu'ils voient jour après jour combien cela était essentiel. Je voudrais saluer le président de l'agglomération, Alain Tarlier, le maire, le député maire de Limoux, que je ne vois plus très bien, Jean-Paul Dupré de Limoux. Je voudrais saluer Roland Courteau, qui est là, je crois, je ne vous vois pas bien, sénateur. Vous saluez tous, et puis saluer Éric Andrieux, le premier secrétaire du Parti socialiste ici. Éric l'a dit, on a eu des moments mouvementés, mais moi je voudrais lui rendre hommage aussi, parce qu'on a toujours pu parler simplement, directement. On a toujours pu se dire les choses. Et moi, vous savez, quand dans le Parti socialiste, il a fallu prendre des décisions parfois douloureuses, je les ai prises parce que j'ai pensé que si nous gardions l'idée que c'était la morale, le sens de la justice, l'engagement qui nous guidait, nous nous retrouverions lorsqu'il le fallait. Et pour moi, ça a été un grand moment quand tout le monde a pu se retrouver. Et Éric y est pour beaucoup, et je voudrais l'en remercier vraiment devant vous tous. Je voudrais aussi saluer ceux qui repartent à la bataille en juin, nos députés qui seront et qui sont déjà les ambassadeurs de François Hollande et qui demain seront ceux qui pourront, après le Sénat, composer une assemblée qui pourra porter effectivement le changement. Jean-Claude, bien sûr, Jean-Paul, et puis je voudrais saluer Marie-Hélène Fabre, qui succédera à Jacques Bascou. Je voudrais dire que Marie-Hélène est la candidate des socialistes, soutenue par tous les socialistes, qui remplacera, je le disais, Jacques Bascou et qui sera une des successeurs, je crois qu'on peut le dire comme ça, de Léon Blum dans cette belle circonscription. Et je vous demande vraiment tous et toutes de l'accompagner parce que ça va être un très beau combat. Et je sais que ce sera une femme de plus à l'Assemblée nationale et je sais qu'on peut compter sur elle. Donc bravo pour ce combat que tu vas mener, Marie-Hélène, et nous sommes tous, tu le sais, avec toi. Je voudrais aussi saluer, je crois que le patron du PRG est là, donc je voudrais le saluer parce que là aussi, nous sommes avec nos amis des radicaux dans cette campagne depuis les primaires et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Nous disons même avec Jean-Michel Baillet, puisque nous sommes côte à côte maintenant partout, que nous sommes pacsés jusqu'au 6 mai. Voilà, alors nous allons maintenant nous paxer avec d'autres camarades pour pouvoir engager effectivement la victoire de François le 6 mai. Je voudrais dire un mot d'abord sur Carcassonne. C'est une ville magnifique, une ville avec un patrimoine immense, une histoire extraordinaire. Tu en as parlé mieux que quiconque, Jean-Claude. Mais je pense que cette ville méritait une autre équipe. Une équipe qui d'abord gère bien. Certains nous disent, certains nous font même des conseils. Je vois le président sortant qui est venu expliquer, par exemple, dans ma ville, en faisant les vœux à la fonction publique, qu'il était content d'avoir supprimé 160 000 fonctionnaires et qu'il espérait que les collectivités locales allaient faire comme lui et gérer aussi bien que lui. Nous lui avons évidemment rappelé que nous ne pouvons pas être en déficit, que nous ne représentons, toute collectivité locale confondue, que 7% de la dette de notre pays, alors que nous faisons 70% des investissements. Et quand il hésite encore, je lui dirais de venir voir Carcassonne et de voir la différence entre la gestion de la droite et la gestion de Jean-Claude Pérez et de son équipe. Alors là, vraiment, on le verra. Il reste, vous l'avez dit, un mois et une semaine avant que l'élection présidentielle. Et dans le fond, nous sommes en plein dans cette campagne. François Hollande a annoncé un programme, un projet clair, cohérent, avec un cap. Redresser la France, mettre la justice partout et faire en sorte que la France retrouve son image dans le monde. À côté de cela, le président sortant, et j'en dirai quelques mots quand même, nous a annoncé sa candidature. Tout le monde attendait.
Nous savions que ce n'était qu'une confiance. Et le soir de cette annonce, il a dit plusieurs choses. D'abord, il a expliqué qu'il n'avait rien à se reprocher, ce qu'ont du mal à croire les Français, il faut vraiment le dire, sauf vraiment à se boucher les yeux. Et puis, il a commencé la machine à promesses. Vous savez, celle qu'on avait vue en 2007, celle du travailler plus pour gagner plus, de la France des propriétaires, de la République irréprochable. Et ce soir-là, il a fait deux promesses. Il a commencé par dire qu'il donnerait 1 000 € à chaque salarié. Vous avez remarqué? Plus personne n'en a parlé dès le lendemain, car plus personne ne croit du tout en ce qu'il dit. Effectivement, ceci n'a aucune chance d'arriver. Il a aussi dit, vous savez, c'est effrayant, il y a des patrons qui mettent leur entreprise en difficulté et qui néanmoins touchent des stock options ou des retraites chapeaux. Je mettrai fin à cela. Nous lui avons modestement rappelé que nous avions présenté plusieurs propositions de loi, n'est-ce pas, Jean-Claude, à l'Assemblée nationale et que l'UMP avait toujours voté contre. Et nous savons bien qu'il ne fera pas demain ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Ces promesses du premier jour, on les a déjà oubliées. Depuis, il nous en a fait 2 autres, assez étonnantes. D'abord, il a dit « Savez-vous que les grandes entreprises payent moins d'impôts que les petites ?» Nous, on a répondu en chœur « Oui, nous le savons ». Nous avons présenté plusieurs propositions de loi pour supprimer les avantages fiscaux que vous avez donnés aux grandes entreprises, que ce soit en matière de recherche, en matière d'avantages de niches fiscales diverses et variées. Là aussi, nous avons présenté des propositions de loi. L'UMP les a toujours refusées. Et puis, récemment, il nous a parlé des exilés fiscaux. Les montrant du doigt, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Toulon en 2008, au début de la crise. Moi, j'étais dans une voiture et j'entends quelqu'un expliquer « Je ferai rendre gorge aux patrons voyous, je donnerai la liste des banquiers à la télévision, ceux qui ne respectent pas les règles. » J'avais cru que c'était Besancenot, non, c'était Nicolas Sarkozy. Mais c'était début 2008. Depuis, il est revenu à Toulon. 3 ans après, rien n'a été fait, la finance n'est toujours pas régulée, les banques continuent à ne pas aider les PME et les particuliers, et Nicolas Sarkozy, finalement, a renoncé. C'est peut-être cela l'essentiel de ce qu'on peut dire. Il a renoncé à tout ce qu'il avait dit, à tout ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et nous, finalement, avec ces promesses qui nous sortent tous les jours avant de venir sur d'autres terrains bien plus dangereux, nous pouvons simplement dire « Quel dommage !» que le candidat Sarkozy n'ait pas parlé un peu plus tôt au président Sarkozy. Nous n'aurions peut-être pas eu autant d'inégalités de patrimoine et de revenus, mais nous savons bien qu'il n'y a rien à attendre de ce qu'il fera s'il était élu, mais nous n'y croyons pas pour les 5 prochaines années. Le problème, c'est que le président sortant n'accepte pas, et en démocratie c'est très ennuyeux, de reconnaître son bilan. Et de reconnaître, comme tu l'as dit, que ce bilan est un véritable boulet. La France a une dette et des déficits considérables, dont tout le monde nous dit que la moitié est due à la crise, il faut le reconnaître, mais l'autre moitié à sa politique, qui a servi les plus privilégiés et qui n'a pas relancé ni la croissance ni l'emploi. Nous avons un déficit commercial comme nous n'avons jamais eu, car la compétitivité, la formation des salariés, la recherche a été abandonnée. Il a accru le chômage de 1 million de personnes, 1 000 chômeurs de plus par jour. Je crois qu'il faut quand même se rappeler cela. Et 350 000 emplois industriels en moins en 5 ans, c'est véritablement une catastrophe, sans parler, je le disais, de ces inégalités dans les revenus, dans les patrimoines, mais aussi dans cette casse des services publics que l'on voit bien ici à Carcassonne comme ailleurs, avec les classes qui ferment, avec les moyens insuffisants donnés aux hôpitaux, avec la police qui est de moins en moins nombreuse, bref, avec des services publics qui ont été abîmés. Quand on abîme les services publics, on le sait bien, tu viens de le dire Jean-Claude, on abîme la République tout simplement. Alors c'est vrai que face à cela, face à ce bilan, eh bien Nicolas Sarkozy fait toujours la même chose, il cherche les responsables. Nous, on le voit, le responsable, on le connaît. Les Français aussi, d'ailleurs, le connaissent, le regardent et lui disent « c'est vous ». Et lui, non, comme d'habitude, il cherche ailleurs. C'est la crise. On dit « ok, il y a une partie de la crise, mais pourquoi ?» Monsieur le Président sortant, vous qui parlez tout le temps de l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne, qui était au même niveau de chômage que nous, avant la crise,
7%, est aujourd'hui à 5% alors que nous sommes à 10%. Pouvez-vous répondre à cette question? Après, il dit c'est les autres pays européens qui vont beaucoup moins bien que nous, les Italiens, les Grecs, les Espagnols. C'est toujours sympa pour les autres. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis, quand il voit que ça ne prend pas, alors il dit c'est la gauche. Alors la gauche, vous savez, nous sommes responsables de la crise. Bien sûr, il y a les 35 heures. Ça, c'est pas la peine d'en parler. Ils sont responsables de tout. Nous le savons. Mais ils les ont toujours pas supprimés. On se demande pourquoi. Et puis, parfois, ils remontent très loin. Ils remontent très loin. Peut-être même jusqu'à Léon Blum, qui avait qui avait créé les congés payés. Voilà. Et puis, récemment, on a été étonné de voir que François Hollande, qui n'est pas encore élu, mais qui le sera, était aussi responsable parce qu'il annonçait de la situation dans laquelle on était. C'est pour dire jusqu'où nous allons. Donc, la crise, la situation de la France, son bilan catastrophique, y compris dans les domaines comme la sécurité sur lesquels il avait fait campagne, il ne veut pas l'assumer, il cherche les responsables. Il y a quelques jours, toujours en présentant sa candidature, il nous a expliqué que pour lutter contre le chômage, qui a été oublié pendant 5 ans, eh bien, il fallait radier les chômeurs. Donc nous avons un président qui nous dit, au lieu de s'attaquer au chômage, je vais m'attaquer aux chômeurs, et qui propose un référendum pour savoir s'il faut radier les chômeurs. C'est quand même hallucinant. Nous ne sommes pas laissés aller dedans, nous n'avons pas parlé de tout ça. Nous avons dit, le référendum, vous auriez dû le faire. Quand vous avez fait des plans d'austérité, vous auriez dû au moins écouter l'opposition, vous auriez dû au moins mettre en place ce que l'on disait pour réguler la finance, vous auriez dû au moins écouter la France lorsqu'elle était dans la rue sur la réforme des retraites. Voilà les vrais sujets. Les chômeurs, eux, ils demandent du travail, et c'est ce que vous ne leur avez pas donné pendant 5 ans. Alors, après les chômeurs, eh bien, nous retrouvons les vieilles rengaines de la droite. On nous avait promis des nouvelles idées. Eh bien, non. Quand ça va mal, c'est toujours la faute des autres. Et quand ça ne prend pas à l'intérieur, eh bien, on va chercher à l'extérieur. Et depuis plusieurs semaines, mais il faut bien dire qu'il y a eu des prémices pendant tout le quinquennat, on retrouve la vieille rengaine des boucs émissaires, les étrangers, ceux qui sont sur notre territoire et ceux qui viendraient nous prendre, je ne sais quoi d'ailleurs, nos emplois, notre pain, notre sécurité sociale. Là, je le dis simplement en dehors du fait que personnellement, le discours de Dakar et le discours de Grenoble m'ont fait honte. M'ont fait honte pour la République française. Que le discours sur l'identité nationale, tel qu'il a été posé, est aussi une autre façon de diviser les Français contre les étrangers, les Français nouvellement naturalisés et ceux qui l'étaient auparavant. Tout cela, ce n'est pas la République et ce n'est pas la France. Alors bien sûr, ces derniers jours, là on voit bien que l'attitude est plus nette. L'attitude est plus nette, il faut aller chercher les voix de l'extrême droite. Et M. Guéant, en bon soldat, prépare le terrain avec des mots que je préfère ne pas répondre. Dans quel pays sommes-nous? Lisez la presse étrangère, où pendant 15 jours, à 5 semaines d'une élection présidentielle, alors que notre pays va si mal, alors qu'il faut relancer l'Europe, on parle pendant 10 jours de la viande halal. Vraiment, quel est le sujet qui peut nous entraîner ainsi dans un pays, la République française, à parler de la viande halal? Réellement, je crois qu'il faut le dire, nous croyons en la laïcité. Et la laïcité, pour nous, ce n'est pas que tout le monde soit pareil, c'est que chacun respecte les croyances ou les non-croyances des uns et des autres, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, dès lors que chacun respecte le socle de nos valeurs communes. La nourriture n'a rien à voir. Et récemment, dans un quartier de Denain, une des villes, pour ne pas dire la ville, la plus pauvre de France, eh bien, une dame a pris à partie, les journalistes, ils n'y étaient pour rien, mais qui étaient là, en disant « Pourquoi vous me parlez de ça, de la viande halal? Moi, j'en ai rien à faire de ce que mangent mes voisins. D'ailleurs, je vais chez eux manger le couscous, elle est très bonne cette viande, dit la dame. En revanche, eux comme nous avons les mêmes problèmes. Nos enfants n'ont pas de travail, nos enfants n'ont pas accès à l'école, nous avons peur de ne pas avoir accès aux soins, nous n'avons pas un logement de qualité. Pourquoi vous ne nous parlez pas de cela? C'est cela qu'on veut dans l'élection présidentielle. Et c'est cela que fait François Hollande, tous les jours, partout où il va.
Et on est arrivé jusqu'au dimanche dernier, dans ce grand meeting qui était organisé, dont on nous parlait. Tous les cars sont montés de la France entière pour remplir une grande salle. Très bien. Mais quel est l'enjeu de la présidentielle? Dire aux Français quel est le chemin pour redresser notre pays. Et là, le président sortant en a rajouté une couche sur les boucs émissaires. Ce n'est pas seulement la France qui doit se protéger, c'est toute l'Europe. Et il a expliqué qu'il ne respecterait pas les accords de Schengen. Alors nous, ça nous a évidemment meurtris et beaucoup de pays ont réagi. Parce que, on le sait, l'Europe, elle n'est pas ouverte à tout vent, mais l'Europe, elle a toujours su se créer à partir d'arrivées d'hommes et de femmes venant d'ailleurs, à condition de l'organiser, à la condition de développer les pays, à condition d'accepter aussi un certain nombre de règles, comme le fait de pouvoir vivre en famille. Mais surtout, cela, finalement, Nicolas Sarkozy a montré une chose, c'est que de cette Europe dont il dit qu'avec Mme Merkel, il la menait, eh bien, il n'en est pas satisfait. Et il a surtout donné à François Hollande raison, car François Hollande est le seul qui, aujourd'hui, a tapé du poing sur la table et a dit cette Europe qui veut l'austérité, qui a mené la Grèce à la faillite, nous n'en voulons pas pour notre pays, pour l'Espagne et pour les autres pays. On n'ira pas vers ce traité qu'a préparé M. Sarkozy. Alors oui, il lui a donné raison, parce que jusqu'à présent, rappelez-vous, on nous disait « mais quel scandale! François Hollande ne veut pas respecter un traité que nous avons ». Non pas, d'ailleurs, pour l'instant, ce traité n'existe pas. Il a simplement été conclu entre Mme Merkel et M. Sarkozy. Et M. Sarkozy lui explique qu'il n'appliquera pas le traité de Schengen qui, lui, a été ratifié. Bon, eh bien oui, nous voulons une autre Europe. Et je le dis tous les jours, bien sûr, beaucoup de pays et beaucoup de partis sociaux-démocrates et socialistes attendent le 6 mai. Ça a été dit par Sigmar Gabriel, le patron du SPD, nos camarades allemands récemment. Ça a été dit par le nouveau président du Parlement européen. Nous attendons le 6 mai. Nous attendons le 6 mai pour que l'Europe arrête cette politique qui n'est qu'une politique d'austérité qui touche toujours les mêmes, les catégories les plus faibles et les catégories moyennes, pour retrouver une Europe qui, bien sûr, réduira les déficits, c'est nécessaire pour préparer l'avenir, mais qui, en même temps, relancera la croissance et l'emploi. Et vous verrez qu'il n'y aura pas que des partis de gauche pour soutenir François Hollande. Il y aura aussi tous ceux qui sont obligés de se taire aujourd'hui, parce que Mme Merkel et M. Sarkozy leur disent « Votre pays va mal, vous n'aurez pas l'aide de l'Europe si vous ne mettez pas en place l'austérité ». Mais nous voyons avec la Grèce où cela mène, une catastrophe absolue sur le plan économique et vraiment un désordre social sans précédent. Alors oui, François a raison de dire c'est une autre Europe qu'il faut. Je taperai du poing sur la table et vous verrez qu'il sera suivi et qu'il est attendu le 6 mai pour cela. Alors, face à l'ensemble de ces promesses et puis surtout de ces discours qui visent à diviser, eh bien, je crois que l'attitude de notre candidat est la belle attitude. D'abord, se situer au niveau des valeurs. Nous voulons retrouver la République, nous voulons retrouver les valeurs de la gauche. Nous voulons retrouver une France qui peut être fière de s'appeler République et de faire respecter en son sein les valeurs qui ont été oubliées ces dernières années. Et puis, François Hollande le dit clairement, oui, la France va mal, mais je vous propose un chemin de redressement économique, un chemin où je remettrai la justice dans chaque décision et un chemin qui portera la parole de la France dans le monde, qui n'est pas seulement attendue en Europe. J'étais au Maroc pour représenter François pendant 4 jours. Je peux vous dire combien notre discours est attendu, là-bas au Maghreb, mais aussi en Afrique, un peu partout où l'on veut de la régulation, où l'on veut que les hommes et les femmes redeviennent maîtres de leur destin et ne soient pas liés à des agences de notation ou au monde financier, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, je crois qu'on peut le dire très fortement. Alors, l'attitude, je le disais, de François Hollande est la bonne. Nous savons bien, finalement, que Nicolas Sarkozy continuera comme avant. Une politique d'austérité. Il a d'ailleurs annoncé une augmentation du taux de TVA. Vous avez vu d'ailleurs qu'on n'en parle plus ces jours-ci. Il faudrait peut-être le lui rappeler, parce que c'est quand même toujours la même politique, faire payer les classes populaires et les classes moyennes. Il a aussi annoncé ce qu'il appelait des contrats de développement.
ces contrats de développement. Vous savez, avec lui, il met toujours des mots doux sur des choses horribles, des retours en arrière. C'est simplement de dire aux salariés, eh bien, si vous ne voulez pas réduire vos salaires, pour améliorer la compétitivité, nous serons obligés de vous licencier. C'est ce que j'appelle du chantage à l'emploi. On l'appelle des contrats de développement, de compétitivité. On voit bien que c'est tout le contraire. Et puis, il continuera les largesses aux plus puissants et puis casser ce qui fait la République, c'est-à-dire notamment, bien sûr, nos services publics. Alors, face à cela, il y a le redressement possible. Je vais le dire rapidement, mais néanmoins avec force. Le premier redressement, c'est de remettre la finance au service de l'économie. Rien n'a été fait depuis 2008. Les pays libéraux, et ils sont malheureusement la très grande majorité au niveau européen, n'ont rien fait, par exemple, pour distinguer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Faire en sorte qu'on arrête de spéculer sur l'argent des Français et ensuite tendre la main pour que l'État vous aide, comme cela a été le cas au début de la crise. Nous voulons aussi une agence de notation européenne qui ne dépende plus des banques et qui permette d'arrêter cette spéculation contre les pays. Nous voulons des banques qui viennent au service des particuliers, alors qu'aujourd'hui on augmente les agios, les frais bancaires, et au service des PME qui aujourd'hui, quel que soit leur projet, n'ont plus aucune aide venant des banques qui s'en mettent, il faut bien le dire, plein la poche. C'est d'ailleurs une de ces raisons qui a fait que François Hollande, pas seulement pour le secteur financier, mais aussi pour les grandes entreprises du CAC 40, quand il a vu, comme vous, que ces grands patrons s'étaient augmentés de 34% en pleine crise, alors même qu'ils nous disent tous les jours que le SMIC à 1 000 €, c'est trop élevé et que leur moyenne est de 2 millions d'euros par an, là, François Hollande a dit il faut un signe fort, 75% de taxation pour la fiscalité, parce que ça ne peut pas durer. Et vous savez, la politique, c'est aussi cela, c'est aussi des symboles. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, dans une banque, dans une entreprise, qu'un patron, même à 1 million d'euros, puisque c'est à partir d'1 million d'euros, gagne en 6 mois ce qu'un smicard va gagner pendant toute sa vie, 41 ans de travail? Qu'est-ce qui justifie cela? Rien. Et il faut que notre société réfléchisse à cela. Et l'élection présidentielle, c'est aussi le moment de réfléchir aux valeurs, de réfléchir à la société que l'on veut construire. Et cette mesure symbolique est une bonne façon de faire réfléchir ceux qui donnent des leçons toute la journée aux salariés. La France n'est pas assez flexible, les Français ne travaillent pas assez, les salaires sont trop élevés. Eh bien, je crois que cette mesure va permettre de faire effectivement réfléchir. Et puis, au niveau européen, nous défendons cette taxation sur les transactions financières qui a été votée par le Parlement européen, présentée par nos camarades des partis socialistes européens. Ça rapporterait, vous savez, 0,05% sur les transactions financières, non pas des ménages, bien sûr, 120 milliards d'euros. Ça permettrait de relancer l'économie, des grands travaux, une politique énergétique, la croissance, l'emploi au niveau européen. Donc là aussi, nous reprendrons ce chantier dès que François sera, j'en suis sûre, le 6 mai, président de la République. Voilà. Il avait dit au Bourget, ça n'a pas été compris par certains, l'ennemi, c'est la finance, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est l'ennemi aujourd'hui d'une société qui redéveloppe l'économie, d'une société qui crée des richesses et qui ensuite les répartit convenablement. Nous croyons en la politique. Nous croyons que les hommes et les femmes sont maîtres de leur destin, peuvent dire voilà la société que je veux construire et voilà comment je vais conduire le peuple, l'ensemble des citoyens pour qu'ils m'aident à changer cette société. Nous ne voulons pas que ce soit le système financier, la spéculation, le court terme qui empêche la société d'avancer. Et c'est la raison pour laquelle il a mis au cœur de son projet cette régulation de la finance que beaucoup attendent et vous verrez combien il sera aidé au niveau européen. La deuxième chose, c'est que la droite a abandonné l'industrie. Comme l'agriculture d'ailleurs, j'étais récemment dans le département voisin, dans le Gard, parlant avec les viticulteurs, je pourrais aussi bien parler avec ceux de l'Aude. La droite a abandonné l'agriculture, faute d'accepter la régulation au niveau européen, et elle a complètement abandonné la politique industrielle. Les filières d'avenir,
la recherche, le fait de faire travailler ensemble toute une filière. Je pense à la filière automobile, par exemple, des constructeurs aux sous-traitants. Nous avons perdu pendant ces 5 ans énormément de sous-traitants en France, dont certains étaient les seuls à pouvoir fabriquer une partie des voitures. Je pense à Molex, je pense au Conti. Je pense aussi à toutes ces promesses qui ont été faites par le président de la République. Alors bien sûr, ces derniers jours, on est étonné de voir comment brutalement le Jabi, tant mieux pour ces 90 salariés de Le Jabi, pourrait être repris et avoir un avenir. De la même manière avec Photowatt en Isère, on a retrouvé un repreneur. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait ce travail depuis 5 ans où tant d'entreprises auraient pu avoir un avenir si le gouvernement s'était intéressé à elles? Vous savez ce qui s'est passé cet après-midi? Alors que le président de la République, vous vous en souvenez, était allé à Gandrange et à Florange, promettant aux salariés que leur usine ne fermerait pas, que les hauts fourneaux allaient continuer à produire. Eh bien, ça n'a pas été le cas. ArcelorMittal les a arrêtés. Eh bien, aujourd'hui, ces mêmes salariés qu'avec François, nous voyons à Gandiac-Amène, ce nu de Nicolas l'insulter, non pas pour le violenter, mais pour lui apporter des échantillons de ce qu'ils étaient capables de produire. Eh bien, ils ont été accueillis par des gages homogènes et par des CRS. Voilà la façon dont le président de la République, qui aujourd'hui va voir toutes les usines, voilà comment il accueille des salariés qu'il a, il faut le dire, blousé comme il l'a fait avec beaucoup de Français en allant faire des promesses qu'il n'a jamais tenues. Ça, vraiment, ce n'est plus possible et cela va changer fortement lorsque François sera à la tête de la présidence de la République. Je pourrais parler de l'agriculture, de la recherche. Vous avez bien compris que dans tous ces domaines, il faut une volonté, il faut anticiper, il faut une stratégie. Nous y travaillons depuis plus de 3 ans avec le monde industriel, avec des chercheurs, avec les syndicats, avec les associations. Vous avez entendu le président qui montre du doigt les corps intermédiaires. Ça nous rappelle d'autres périodes. Qui veut s'adresser directement au peuple, au lieu de s'appuyer sur toutes ces femmes et tous ces hommes qui, dans les syndicats, dans les associations, au contraire, essayent de remettre de la solidarité, essayent de créer, essayent de défendre les autres. Tout cela, à l'évidence, ce n'est pas ce qu'il aime. Lui, il aime l'individualisme, la liberté soi-disant individuelle, mais est-on libre quand on n'a pas d'emploi, qu'on n'a pas accès aux soins, quand on n'a pas de logement? Ce n'est pas notre conception de la liberté. Et nous continuerons à lui dire pendant les 5 semaines qui nous restent aujourd'hui. Alors, François l'a dit, l'essentiel, c'est de remettre la justice partout. La grande réforme fiscale, je n'en reparlerai pas, je dirai simplement un mot. Pourquoi les revenus du capital, aujourd'hui, ne payent pas les mêmes impôts que les revenus du travail? Pourquoi les revenus du capital ne payent pas les mêmes cotisations sur les retraites? Aucune cotisation sur les retraites pour les bonus, par exemple, alors que ce sont des salaires comme les autres. Prenons ces quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres, de suppression de niches fiscales, qui remettront de la progressivité partout et qui feront en sorte que cette réforme fiscale, non seulement rapporte de l'argent à l'État, nous permette de réduire les déficits, mais nous permette aussi de financer les priorités que François Hollande a fixées dans son projet et que nous partageons, nous tous, socialistes. La justice fiscale, la justice territoriale, parce que la République, c'est aussi cela, un grand mouvement de décentralisation, mais comme nous sommes des républicains, nous pensons que la démocratie, c'est la décentralisation, mais que l'État doit garder une force de péréquation pour pouvoir aider les régions riches par rapport aux régions pauvres, les collectivités riches par rapport aux collectivités pauvres. François Hollande le dit, l'essentiel, finalement, c'est redonner à chacun sa chance. C'est cela, la République. Et il a fait de la jeunesse, vous le savez, sa priorité. Et bien évidemment, quand on est de gauche, on ne peut pas comprendre qu'un pays ne laisse pas sa place à la jeunesse. Je l'ai vu encore, bien sûr, dans un quartier en difficulté où j'étais cet après-midi à Nîmes. Alors, la priorité à l'éducation. François l'a dit, nous allons créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, des enseignants, mais aussi des psychologues, des assistantes sociales, des médecins. Et où va-t-on les mettre?
Eh bien, la République, ce n'est pas de mettre la même chose partout. La République, c'est de donner la même chance à chacun. Alors, ils seront prioritairement dans les quartiers en difficulté. Il faut accepter qu'il puisse y avoir 15 élèves par classe dans certains endroits et 30 ailleurs pour que la République fasse et donne à chaque enfant la même chance de réussir. Et c'est ce que nous allons faire. C'est une grande réforme qui nécessite, contrairement à ce qu'a fait la droite, de faire pleinement confiance aux enseignants. On n'a pas arrêté de les montrer du doigt. On n'a pas arrêté de leur demander de prendre en charge toutes les difficultés des enfants qui étaient face à eux. C'est la raison pour laquelle nous voulons maintenant que l'enseignant puisse, avec évidemment des programmes qui ne doivent pas être rétrécis quand les enfants sont en difficulté, avec des méthodes pédagogiques, avec des rythmes scolaires qui doivent s'adapter à chaque enfant, puissent être beaucoup plus autonomes dans leur façon, effectivement, d'aider chacun à s'émanciper, ce bon mot que Jaurès a toujours considéré comme essentiel, la gauche, c'est l'émancipation de chacun. Et puis, il y aura à côté des psychologues, des éducateurs pour accompagner les enfants qui ont difficulté. Nous remettrons les RASED, ces personnels qui accompagnaient les enfants en difficulté et qui ont été totalement abandonnés aussi pendant cette période. Et puis, bien sûr, la formation des enseignants. Dans quel pays sommes-nous où finalement on met des jeunes qui ont des diplômes, qui ont des compétences, bien sûr, dans des classes sans qu'ils n'aient jamais appris la pédagogie parce qu'on a supprimé la formation des enseignants. Nous préparons cette formation dès la rentrée de septembre. L'éducation, bien sûr, pour les jeunes, mais aussi des priorités dès maintenant. Il va falloir relancer la croissance et l'emploi, c'est pour nous essentiel. Il va falloir le faire de manière ciblée, aider les investissements des PME par la Banque publique d'investissement que nous allons créer, régionaliser. Et François l'a dit hier à Marseille, dont une partie sera ciblée vers les quartiers en difficulté. Mais il faut aussi retrouver les moyens de donner tout de suite du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. Bien sûr, il y a la réforme fiscale, mais il faudra tout de suite, François l'a annoncé, 25% d'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, l'encadrement des loyers partout où il y a des pressions énormes sur les prix, et puis, bien sûr, réduire les dépenses obligatoires des ménages en ayant des tarifications sur l'eau, sur le gaz, sur l'électricité qui soient différentes selon le montant de ce que l'on utilise. Pour dire les choses autrement, il n'est pas anormal de payer moins cher l'eau quand il s'agit de donner une douche à ses enfants ou de faire cuire des pâtes ou du couscous ou de remplir sa piscine. Ce n'est pas la même chose et il est normal que le prix soit différent. Et puis, il faudra traiter le problème de l'essence qui atteint 2 € à Paris ces derniers jours parce que si l'on veut, avant qu'une politique des transports collectifs puisse se développer dans ce modèle de développement durable que nous voulons mettre en place, eh bien, il faut bien aider ceux qui parfois sont obligés d'abandonner leur travail parce que le prix de l'essence est tel qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent plus. Là aussi, il faut de la volonté politique, celle que n'a pas eue Nicolas Sarkozy, celle qu'aura François Hollande dès le mois de mai prochain. Alors, pour ces jeunes, je le disais, des réponses immédiates, et j'en donne 2 autres. Les emplois d'avenir, ce que l'on a appelé les emplois jeunes précédemment. François Hollande s'engage à 150 000 emplois d'avenir et là aussi la priorité dans les quartiers en difficulté, dans les zones rurales désertifiées. C'est là que l'espoir est attendu avec le plus de force. Et puis une allocation d'autonomie. C'est quoi l'allocation d'autonomie ? Cela me permet de saluer le mouvement des jeunes socialistes. C'est eux qui ont porté depuis très longtemps cette proposition. C'est tout simplement de reconnaître la réalité d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, qu'ils soient apprentis ou qu'ils soient à l'université, et je pense à ceux qui sont à l'université, qui sont obligés, pour la moitié d'entre eux, de travailler pour payer leurs études. Et 1 sur 2, vous le savez, échoue en première année. Eh bien, l'émancipation de chaque enfant, c'est donner à chacun les moyens de réussir ses études avec une allocation qui sera liée aux revenus des parents. Là aussi, c'est un engagement. La justice, c'est aussi l'accès aux soins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais dire simplement 3 choses. L'accès aux soins recule partout, on le sait. Et d'ailleurs, il y a des rapports très inquiétants
sur l'état de la population. Il faut redonner à l'hôpital public la priorité des priorités. C'est ce que nous avions fait précédemment, c'est essentiel. Et François Hollande s'est engagé à ce qu'il y ait un service d'urgence à moins de 20 minutes de chaque habitant dans notre pays. Là aussi, cela évitera des catastrophes et permettra l'aménagement du territoire. Deuxièmement, nous le savons, il y a aujourd'hui des quartiers entiers, des zones rurales où il n'y a plus de médecins. Eh bien, nous mettrons en place des maisons que nous mettons en place. D'ailleurs, moi j'en ai quelques-unes dans ma ville, des maisons pluridisciplinaires dans ces quartiers qui puissent accueillir, en étant en niveau 1, en secteur 1 de la sécurité sociale, pouvoir accueillir effectivement les habitants. Enfin, quand on voit que dans certaines villes et certaines grandes villes, il faut attendre 10 mois, 11 mois pour avoir un rendez-vous d'ophtalmologie à l'hôpital et qu'il n'y a plus un seul ophtalmologue de secteur 1, où est la République quand on ne peut pas avoir accès aux soins? J'ai fait la couverture maladie universelle. Je veux qu'elle redevienne une réalité aujourd'hui et que les Français puissent avoir en effet accès aux soins. Ce sont les engagements de François. La justice, c'est aussi le logement. Là aussi, j'irai vite. Mais parce que vous savez, ces engagements-là, ils sont assez simples à prendre sur le logement. Dans le budget du logement, aujourd'hui, les 2/3 sont des avantages qui sont donnés aux propriétaires qui achètent d'autres logements. La loi Sellier n'en est qu'un exemple pour pouvoir les louer. Le tiers seulement va vers la construction de logements sociaux. Au sein même du budget du logement, et en ayant annoncé que l'État devra donner les terrains disponibles aux communes qui s'engagent à faire du logement social, François Hollande s'est engagé sur les demandes de la Fondation Abbé Pierre. Je peux vous dire que c'est possible, car c'est ce que je fais dans ma ville, de faire 150 000 logements sociaux par an, 500 000 logements au total, et d'imposer pour tous les programmes de plus de 15 logements, 1/3 de privé, 1/3 d'accession sociale à la propriété, 1/3 de social. C'est comme cela qu'on changera les quartiers. C'est comme ça qu'on aura, comme on commence à l'avoir dans certains de nos quartiers, une mixité sociale. C'est plus possible d'avoir une stigmatisation de logements sociaux dans le même quartier où tous les enfants sont dans des familles en difficulté. C'est comme ça que l'école retrouvera une diversité. C'est comme ça aussi que ces jeunes ne seront plus stigmatisés et montrés du doigt lorsqu'ils cherchent un stage ou lorsqu'ils cherchent un emploi. C'est essentiel de construire une ville où tout le monde se mélange, où les personnes âgées et les jeunes puissent vivre dans le même immeuble, où, comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup déjà d'exemples, il puisse y avoir un logement privé et un logement social, y compris dans le même immeuble. Voilà aussi ce qu'est une société solidaire, une vraie société d'une république du XXIe siècle. C'est ce que nous ferons là aussi. Enfin, bien sûr, nous parlons de la sécurité. Sur ce sujet, je le sais, puisqu'ici, Jean-Claude m'en a parlé, à Carcassonne, ça a été, comme dans toutes nos villes, une baisse absolue du nombre de policiers, et nous savons bien qu'ils sont surtout concentrés dans les cœurs de ville. Je crois que sur ce sujet, la crédibilité a changé de camp. Il y a eu tellement d'annonces de la part de la droite, tellement de discours sur les sanctions, nous poursuivrons les délinquants, etc., et que rien n'a été fait, qu'aujourd'hui, l'on sait bien que ce sont nos propositions qui permettront de ramener effectivement une situation de sécurité en France. Plus de moyens pour la police et pour la justice. Plus de moyens déconcentrés là où on en a besoin, quand par idéologie la droite a supprimé la police de proximité. On nous dit on met les caméras de surveillance, très bien, là où c'est utile comme un moyen, mais jamais une caméra de surveillance n'a poursuivi un voleur. Moi, en revanche, il faut des gens pour regarder les films derrière les caméras de surveillance. Je préfère la police dans les quartiers. Je préfère une police qui se réconcilie avec la population, alors qu'aujourd'hui, et c'est très grave, le président de la République, en supprimant la police des quartiers et faisant en sorte qu'ils ont peu de moyens, qu'ils n'interviennent que brutalement, rapidement, quand il y a un gros problème, eh bien, a créé à nouveau une distance entre la police républicaine et la population. Et cela aussi, c'est un énorme échec de la part du président de la République. Alors, je ne vais pas continuer à vous donner l'ensemble des propositions de François Hollande. Je vous ai parlé de pouvoir d'achat, d'emploi, de santé, de logement, de sécurité. Je voudrais aussi vous dire un mot sur la culture, sur le sport.
dans une ville où le rugby fait florès, pour dire que nous le savons bien, si nous arrivons à vivre mieux les uns avec les autres, parce que dans le fond, la pire des violences aujourd'hui, ce sont les inégalités. C'est la violence des patrimoines si élevés et des gens qui n'arrivent pas à vivre à partir du 15 du milieu du mois. Ce sont des populations qui finissent par avoir peur les uns des autres, les personnes âgées des plus jeunes, les étrangers par rapport aux Français et vice-versa parce qu'on a cherché qu'à les diviser. Eh bien, nous voulons rassembler. C'est ce que veut faire François Hollande en permanence. Il dit « Je suis socialiste, je suis de gauche, mais je veux travailler pour tous les Français. Je veux que chacun se retrouve dans un pays qui portera à nouveau les valeurs fortes qui sont les siennes. » Alors, voilà ce qui est essentiel. Mais je voudrais aussi dire que pour beaucoup de Français que je rencontre, et que je rencontre depuis 3 ans, en ayant fait des tours de France pour parler avec les Français de la France qu'ils aiment, beaucoup me disent, au-delà de leurs difficultés, au-delà de l'humiliation de tant de promesses qui n'ont pas été respectées, au-delà de tant d'inégalités inacceptables, ce qu'ils ne supportent pas non plus, c'est que notre pays ne soit plus regardé comme un modèle dans le monde, mais qu'il soit souvent méprisé, montré du doigt, comme ça a été le cas avec le discours de Grenoble ou encore ces jours derniers. Vous savez, je n'aime pas, et François Hollande non plus, attaquer les hommes. Mais quand le Wall Street Journal, qui n'est quand même pas un journal de gauche, demande s'il s'agit de Nicolas Le Pen ou de Nicolas Sarkozy en regardant ses derniers discours, on peut se dire qu'à l'extérieur de notre pays, on regarde ce qui se passe avec beaucoup d'inquiétude. On a l'habitude d'entendre la voix d'un président de la République autrement. Je voudrais le dire peut-être différemment. Je pense que nous tous républicains, car nous sommes tous ici des républicains, nous avons toujours été fiers de quelque chose fait par un président de la République, même si nous n'étions pas d'accord avec lui. Bien sûr, le général de Gaulle, avec par exemple le programme de la résistance, Georges Pompidou qui a réindustrialisé notre pays et amené la culture moderne, Giscard d'Estaing qui a fait voter l'IVG, qui a fait l'Europe, François Mitterrand, bien sûr, nous avons beaucoup de choses, mais je crois que beaucoup de républicains sont fiers de sa réconciliation avec l'Allemagne, sont fiers d'avoir supprimé la peine de mort, d'avoir libéré l'audiovisuel. Jacques Chirac qui a dit non à la guerre en Irak, tous les républicains étaient fiers de cela. Qu'est-ce qui restera de Nicolas Sarkozy? Qui pourra dire « je suis fier de quelque chose » Personne, je le crois, quand on est un grand républicain. Et c'est vrai que c'est cela profondément qu'il nous faut aussi retrouver. Il peut y avoir des hommes et des femmes qui ne sont pas d'accord avec l'ensemble du projet de François Hollande, mais qui se diront « nous voulons retrouver ce qui nous unit ». C'est ça la France et c'est ça qui est essentiel. Et puis nous voulons que la France retrouve sa voix dans le monde. Au niveau de l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, le coup de poing a été donné. Nous allons renégocier le traité pour que la croissance et l'emploi soient parallèles à la réduction des déficits. Nous allons aussi faire en sorte qu'il y ait une grande politique énergétique, une grande politique de formation et de recherche au niveau européen et une Europe qui se tourne vers la Méditerranée. Pas l'Union pour la Méditerranée de Nicolas Sarkozy qui s'était appuyé, rappelez-vous, sur Kadhafi, sur Moubarak et sur Ben Ali, invités à grande pompe à Paris. Comment cela pouvait-il fonctionner? Non, ce sont les citoyens du printemps arabe qu'il a eu tant de mal à soutenir, qui seront au cœur de l'Union pour la Méditerranée. Ce sont les nouveaux gouvernements que nous espérons plus démocratiques, avec lesquels nous allons travailler au Maghreb et en Afrique noire, car l'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble pour coopérer pour l'avenir. Et là aussi, la parole de la France et sa force est essentielle. Et puis, je voudrais dire aussi qu'au-delà des printemps arabes, où nous avons tardé, je dis nous, ils ont tardé à prendre position, je voudrais dire que j'ai été choquée qu'il n'y ait pas une voix forte de la France pour dire en septembre, là le rendez-vous était donné au Conseil de sécurité, pour dire oui, il faut un État palestinien parallèlement à l'État d'Israël et qu'ils vivent en paix. On attendait la France, on ne l'a pas entendu à ce moment-là. Nous avons dit ce que nous pensions. Enfin, je le dis parce que nous savons les drames en Afghanistan, on en apprend tous les jours. Des soldats qui deviennent fous parce qu'ils ne comprennent pas le sens même de leur mission, d'autres qui sont tués par des fanatiques. Nous l'avons dit, il faut ramener nos troupes. La situation
n'est plus aujourd'hui, ne nécessite plus une présence militaire, une présence politique, une présence diplomatique. On a bien vu que Ben Laden avait été attrapé par d'autres politiques que la politique militaire. Et François Hollande s'y est engagé. Les troupes françaises reviendront avant la fin de l'année en France. C'est ainsi aussi que la paix pourra revenir. J'en terminerai en vous disant que le chemin du redressement, bien sûr, il n'est pas facile, mais la volonté est là. Tous les jours, François Hollande nous fait honneur par la façon dont il porte les valeurs qui sont les nôtres. Tous les jours, il nous fait honneur en rassemblant les Français alors qu'on n'essaye que de les diviser. Et je sais qu'il sera un président de la République qui sera à la fois là-haut pour porter le cap pour la France, mais qui sera aussi dans la proximité avec les Français. On n'a pas de risque avec lui sur l'argent et sur le bling-bling. On sait qu'il restera accroché au sol de France qu'il aime tant, et c'est essentiel aussi pour les Français. Il l'a dit, il y aura une République irréprochable cette fois-ci, avec une justice indépendante, alors qu'aujourd'hui on en arrive même à douter de notre justice, avec des médias qui ne pourront plus être tenus par des grands groupes qui marchent avec les marchés publics de l'État, où on n'ira plus chercher les sources des journalistes, ce qui a été condamné par la Cour de cassation, et puis un Parlement qui dira son nom. Il a dit « j'écouterai l'opposition ». Vous savez, j'ai été le chef de l'opposition pendant 3 ans et demi. J'ai vu 3 fois M. Sarkozy, la première année, et une fois Monsieur Fillon. Dans quel pays sommes-nous où l'on traverse des crises aussi graves, où il y a une réforme des retraites à faire, où l'on va si mal et où l'opposition n'est jamais écoutée, où au Parlement nous sommes méprisés, où tout ce qui a été proposé a été banni, alors qu'aujourd'hui le président a même le culot d'aller rechercher certaines de nos propositions pour nous faire croire qu'il les appliquerait demain. Eh bien, avec François Hollande, nous n'avons pas ce risque-là. Je crois qu'il fait partie de cette génération où nous savons que la politique, c'est d'abord de dire la vérité de la difficulté du moment, mais la vérité des engagements qui sont les nôtres. Je crois que nous sommes engagés en politique avec une seule idée, faire ce que l'on croit juste, pour que chaque homme et chaque femme aille au plus haut de lui-même et pour qu'on en arrive à bien vivre ensemble. C'est cela le projet de François Hollande et j'en suis convaincue, jour après jour. Il faudra continuer à aller expliquer ce projet aux Français. Ils en ont assez des faux discours, des faux débats qui essayent de les diviser. Ils veulent des réponses à leurs problèmes concrets. C'est ce que fait François Hollande tous les jours. Et vous verrez que le 6 mai, la France sera fière non seulement d'avoir un président de la République de gauche, de retrouver la France qu'on aime, celle de la liberté, qui rime avec égalité. Il n'y a pas de liberté sans égalité. Celle de solidarité, de fraternité et celle aussi de laïcité. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Vive la République, vive la France et le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est François Hollande.